Madame, monsieur, c'est donc parti pour notre grand voyage hebdomadaire. Cette semaine, dans C'est un monde, les hommes ne comptent pas pour des pommes. Eh oui, vous ne le savez peut-être pas, mais la journée internationale de l'homme, c'est demain. Et à cette occasion, vous, messieurs, serez à l'honneur. Au programme, des rencontres étonnantes, des destins hors normes, des personnalités extraordinaires. Bref, préparez-vous à découvrir des portraits masculins hauts en couleur. Et pour nous présenter ces hommes pas comme les autres, voici nos gentlemen du jour. Arnaud Miguet qui nous attend à Pékin, Marc de Chalvron qui nous donne rendez-vous à Dakar, Sylvain Le Petit qui nous emmènera en Irak et enfin une touche de féminité avec notre déesse grecque Alexia Kefalas qui nous attend, elle, à Athènes. Et en raison du décalage horaire avec certains de nos journalistes, vous vous doutez que toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors, pour la première escale du jour, direction Pékin où nous attend Arnaud Miguet. Bonjour Arnaud. Avec 1,3 milliard de Chinois, et moi, c'est le cas de le dire, il doit y avoir un paquet de grands hommes dans le pays, à commencer par vous, évidemment, Arnaud. C'est très aimable. Bonjour Laurent. Je ne parlerai pas de moi, mais j'aurais pu vous parler du grand timonier Mao Tse-tung, ou encore de l'actuel président chinois Xi Jinping, qui est l'actuel finalement le nouvel empereur de Chine et qui a réussi le tour de force de voir son nom inscrit dans la Constitution au même titre que Mao. Il est incontournable et change ce pays. On aurait pu parler de dissidence avec l'artiste Ai Weiwei ou encore de milliardaires. Dieu sait s'il y en a, c'est le pays qui en compte le plus. Mais nous allons vous parler d'un destin extraordinaire, un homme que nous avons rencontré, il s'appelle Juan Dafa, c'est un vieux monsieur, aujourd'hui il a 80 ans, mais tenez-vous bien, pendant 36 ans, il a construit un tunnel pour acheminer de l'eau dans son village asséché. Il était à Pékin il y a très peu de temps, il a reçu la médaille du parti, il était ému aux larmes, c'est la première fois qu'il venait dans la capitale. Son portrait d'un homme extraordinaire, brossé par Justine Jankowski, regardez. Dans cette région reculée du sud de la Chine, l'une des plus pauvres, un homme a fait ce que tout le monde pensait impossible. Il s'appelle Juan Dafa, il a 86 ans. Tianyang, l'eau ne s'écoule plus bien. Le canal est bouché. Il faut le nettoyer bientôt. Toujours sur le qui-vive pour son canal, l'ancien chef du village a passé 36 ans à le construire pour acheminer l'eau courante jusqu'à son village. En 1959, ici, c'est la sécheresse. Un seul puits pour tous les habitants. Ils doivent une fière chandelle à leur bienfaiteur qui a ramené l'eau au village. J'étais déterminé à construire ce canal, peu importe ce qu'il en coûte. Je me suis dit, tant que tu es vivant, tu amèneras l'eau au village. Il a fallu 10 ans pour construire ce premier canal de 100 mètres, mais l'eau ne s'écoule pas. Le premier canal qu'on a construit était trop large. On n'avait pas les connaissances, le système ne fonctionnait pas. En 1992, un deuxième canal est construit. En 3 ans à peine, l'eau coule à flot jusqu'au village. 9000 mètres de long, creusés à flanc de falaise, sans l'aide du gouvernement. Alors depuis, tous les habitants continuent l'entretien eux-mêmes. Yanwei, il faut nettoyer le canal. D'accord. N'oublie pas. La survie du village, les habitants la doivent à leur solidarité. Pour Yuan Wei, comme pour les autres, ce canal, c'était une question de vie ou de mort. Quand j'étais petit, on n'avait presque pas assez d'eau pour boire, et il n'y avait qu'un seul champ ici. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine. On mange à notre faim, même nos porcs mangent mieux que les habitants à l'époque. La production de riz a été multipliée par 30 et toute l'économie locale s'est développée. Yuan Roi est poissonnier dans la ville la plus proche. Il a désormais son propre local et peut s'y rendre tous les jours. Et cela aussi, il le doit au bienfaiteur du village, qui après le canal a poussé les autorités à participer à la construction de cette route. Avant, il n'y avait pas cette route. Ça me prenait une journée de rentrer à la maison. Depuis que Juan Dafa et ses hommes l'ont construite, je rentre beaucoup plus souvent. Veiller sur son cours d'eau et sur le bien-être des habitants, c'est encore une mission quotidienne pour l'octogénaire. Le canal porte d'ailleurs son nom.
Alors effectivement, Arnaud, cet homme est extraordinaire, il n'y a pas de doute. Mais dites-moi, c'était pas plutôt à l'État de s'occuper de tous ces problèmes, celui d'irrigation, des routes? Vous le savez, Laurent, l'État en Chine et le parti contrôlent tout. Ils sont partout, mais ne peuvent pas tout. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, compte aussi des poches de pauvreté où les routes de la croissance, les autoroutes de la mondialisation n'arrivent pas. L'État considérait que ce village n'était pas une priorité. C'est un village assez reculé. Les habitants ont retroussé leurs manches conduits par cet homme extraordinaire. Et de façon générale, Arnaud, on peut dire quand même que la Chine est dominée par les hommes? Oui, toujours en grande partie, la politique est une affaire d'hommes. Les femmes ont eu le droit de vote assez tôt, un peu plus tard qu'en France, en 1949, mais la Chine n'est pas une grande démocratie et ça ne sert pas finalement à grand-chose. Le monde politique, le monde économique sont dominés par les hommes. Pour Confucius, qui revient à la mode, la première vertu d'une femme est l'obéissance. Obéissance à son père, à son mari et à son fils, c'est toujours en partie vrai. Mao disait que les femmes portaient la moitié du ciel, et bien la Chine fait toujours la part belle aux hommes. C'est un pays qui reste masculin, et d'ailleurs c'est un des rares pays où il y a un déséquilibre entre les hommes et les femmes. On compte 106 hommes pour 100 femmes. Malgré l'incroyable modernisation, la croissance économique de ce pays, la femme est toujours très loin d'être l'égale de l'homme. Merci Arnaud, j'ai l'impression qu'il fait froid chez vous ce soir, donc rentrez vite vous réchauffer, et à très bientôt. Assez. Pour la suite du voyage, nous partons à Dakar retrouver Marc de Chalvron. Bonjour Marc. Alors vous avez rencontré un jeune homme qui s'est illustré dans une discipline très peu courante dans son pays au Sénégal. Oui, bonjour Laurent. On a choisi de vous présenter un homme qui peut paraître en décalage par rapport à la société sénégalaise. Un homme également qui, par sa vie, porte un message d'espoir pour de très nombreux Sénégalais. Il s'appelle Modou Touré et c'est l'homme qui a introduit le cirque au Sénégal. Cette discipline, avant lui, était largement méconnue et d'ailleurs, elle reste assez mal perçue par une majorité de la population. Et quand il était petit, Modou était ce que l'on appelle un talibé, autrement dit un enfant des rues qui vivent dans les rues de Dakar dans le dénouement le plus total. C'est un destin hors norme. Son portrait avec Aurélie Fontaine, Antoine Husser et Pape Sec. Une fois par semaine, Modou Touré revient chez lui à l'Empire. Donner des cours de cirque à des enfants qui ont été tirés de la rue, comme lui, il y a plus de 10 ans. Il faut avoir confiance en soi. L'Empire est un centre qui recueille des talibés. C'est parti, 1. Des jeunes garçons d'école coranique, sous la coupe de marabouts souvent peu scrupuleux, parfois violents. Modou Touré était lui-même un talibé jusqu'à ses 14 ans. Je savais qu'ils vont me taper, mais je n'ai pas attendu que ça arrive pour que je puisse. Je me suis défendu avant ça. Maintenant, la seule façon que je pouvais me défendre, c'est de fuir. C'est à cette époque qu'il découvre le cirque, lors de la visite à l'Empire d'une troupe suédoise. La directrice du centre se souvient du petit Modou qui avait, disons, quelques prédispositions. Modou, il était tout le temps en train de faire quelque chose. Il montait dans des vases, il dit, mais Modou, qu'est-ce que tu fais là-haut là? Il y a l'acrobatie, les trapèzes, le tissu, le jonglage. Et il y a le retour au calme, la souplesse, le yoga. Il y avait tout ça et j'aimais toutes ces activités-là. Ils arrivaient vraiment à me canaliser dedans. Modou est parti en Suède pour se former. Il aurait pu faire une brillante carrière là-bas, mais il a préféré rentrer au Sénégal. Sa rage canalisée mais toujours révoltée. Il lui arrive de marcher dans les rues de Dakar et de croiser forcément des enfants mendiants, des talibés, et même parfois de discuter avec eux comme ici. Le petit Yaya. Regarde, tu n'as pas de chaussures. Ce n'est pas de ta faute. C'est celle de tes parents, de ton marabout. Porte-toi bien, hein? J'y vais, je rentre chez moi. J'ai la race, quoi. Je veux que ça change. Mais ça n'arrive pas, ça me fait mal. Ça me fait mal toujours. À défaut de pouvoir changer le monde, Modou Touré a monté la première troupe et la première école de cirque au Sénégal. C'est bien. La discipline était alors totalement inconnue dans le pays. Elle fait aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. Parmi ces derniers,
Sophie Diatta. Elle a connu elle aussi une vie difficile, violée à 12 ans, sur une mauvaise trajectoire, jusqu'à sa rencontre avec le cirque et donc avec Modou. Ok, les jambes groupées. Attention, je vais te lâcher. Ça m'a permis de sourire parce qu'avant j'étais toujours fermée. Elle m'a transmis cette qualité-là. Et aussi être généreuse à part pour les autres parce que moi je pensais que tous les hommes sont les mêmes. Aujourd'hui, c'est pas ma famille qui m'aide, c'est moi qui les aide. Aujourd'hui, c'est moi qui aide les autres. C'est ça. Je suis fier de faire tout ça, quoi. C'est parti. Grâce à Modou, le cirque n'est pas seulement une discipline nouvelle au Sénégal. C'est aussi, pour beaucoup, un moyen de s'en sortir, tout simplement. Oui, mais Marc, avec l'histoire de ce jeune homme, on met le doigt aussi sur le problème de tous ces jeunes talibés, tous ces enfants. Et oui, Laurent, c'est une vraie question de société. Et à l'origine, c'est une question culturelle, une tradition. En fait, pour de très nombreux parents sénégalais, il est impensable de ne pas confier son fils, son enfant, à un marabout pendant une période de sa vie pendant laquelle il va apprendre le Coran. Mais il y a eu une dérive à la tradition et certains marabouts mal intentionnés ont profité de ces enfants, il n'y a pas d'autre mot, pour s'enrichir en les envoyant mendier dans la rue. Souvent ces enfants sont très jeunes, 5, 6 ans, et ils subissent dans les daras, les écoles coraniques, de véritables sévices. Donc vous l'imaginez bien, sortir de la rue pour les talibés, c'est quelque chose qui est très difficile, et Modou Touré a d'autant plus de mérite d'être là où il en est aujourd'hui. Oui, cela dit, cette question, ce point de vue ne fait pas l'unanimité non plus. Et oui, Laurent, c'est que le sujet est largement tabou dans une large frange de la société sénégalaise. J'insiste sur le fait qu'il s'agit à l'origine d'une tradition. Être talibé, c'est un passage obligé pour apprendre le Coran. Nous sommes dans une société conservatrice ici au Sénégal et souvent la figure du marabout est au-dessus de tout soupçon. Et puis, il y a l'aspect économique également. Pour de nombreuses familles qui ont du mal à entretenir de nombreux enfants, c'est assez pratique de confier un fils pendant une période de sa vie à un marabout. Et pour le marabout, c'est un moyen, on l'a dit, de s'enrichir. Donc tout le monde y trouve son compte et on préfère fermer les yeux. Mais les choses changent assez lentement, mais elles changent. Il y a des associations, il y a des hommes, il y a des femmes qui se sont emparés du sujet pour en dénoncer les excès. On a vu Modou, encore une fois, dans ce reportage, à tel point que l'État sénégalais a lui-même interdit la mendicité des enfants dans la rue. Donc les lignes sont en train de changer dans les têtes, mais dans la réalité, il y a encore des dizaines de milliers de talibés dans les rues de la capitale, à Dakar. Merci Marc, à bientôt. Et on n'est pas prêt d'oublier le super boulot que fait ce jeune Modou. C'est le moment maintenant de marquer une petite pause numérique avec Julia Livage qui est avec nous. Alors si les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, vous allez voir que les différences de comportement s'appliquent aussi sur le web. Démonstration, Julia ? Oui, exactement. Les hommes passent plus de temps que les femmes, figurez-vous, sur Internet. 19 heures du côté des hommes, 14 heures par semaine pour les femmes. Alors, les hommes regardent en priorité leurs mails. Ils consultent également les news et enfin les réseaux sociaux. Du côté des femmes, vous pouvez le voir, ce sont d'abord les mails, les réseaux sociaux et les sites d'achat en ligne. Alors, d'un côté, les femmes sont plus rapides pour se décider à acheter. Ça, c'est vraiment les attitudes de consommation qu'on a vues grâce à une étude de ciblage publicitaire. Et elles consomment aussi plus d'images. Alors que les hommes passent plus de temps à lire du texte, les hommes déclarent qu'Internet les rend meilleurs. Figurez-vous, Laurent, ils seraient meilleurs pères, meilleurs maris, meilleurs compagnons. Ils seraient plus beaux, meilleurs bricoleurs. Ils dépensent de manière plus compulsive, donc plus de coups de cœur. Ils sont plus soucieux de leur alimentation, de leur corps. Et ils déclarent même qu'ils s'intéressent davantage à la cuisine grâce au web. Mais qu'est-ce que vous parlez bien de nous, Julia ? Alors, quelles sont les grandes figures masculines d'Internet ? On ne peut pas parler des grands hommes du web sans citer Tim Berners-Lee, évidemment, parce que c'est ce citoyen britannique qui est à l'origine du World Wide Web, le 3W dont on parle tout le temps. Il est à l'origine de cette plateforme qu'il souhaitait dans un objectif égalisateur qui normalement devait bénéficier, toute l'humanité l'humanité devait bénéficier de cette plateforme tout entière. Alors ça a donné évidemment des choses un peu différentes aujourd'hui. Je ne peux pas non plus ne pas vous citer Jeff Bezos,
Bezos. Alors Jeff Bezos, eh bien, dans son garage de Bellevue, il crée la première librairie en ligne qui s'appelle Amazon. À l'époque, il pense que le futur du commerce va se passer sur le web. On sait évidemment qu'il a eu raison. Au bout de 2 mois, son site lui rapporte quelques $20 000 par semaine. On connaît la suite. On a évidemment Larry Page et Sergey Brin qui, eux, sont les inventeurs d'un moteur de recherche révolutionnaire. À l'époque, les résultats de recherche sont tout simplement 100 fois plus pertinents. Ça va ringardiser la concurrence à l'extrême. Je parle évidemment de Google. Et puis, on ne peut pas non plus arrêter ce classement sans parler de Mark Zuckerberg. Alors Mark Zuckerberg, il crée un trombinoscope pour son site universitaire. Trombinoscope aujourd'hui qui est le premier réseau social du monde utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs. Ces hommes-là, ils ont tout créé, Laurent, avant leurs 30 ans et font partie des 10 plus grosses richesses du monde aujourd'hui. Et vous savez quoi? Vous avez un très joli regard sur les hommes, bien sûr. Merci encore, Julia. Notre périple se poursuit en Irak, où nous attend Sylvain Le Petit. Et dans ce pays, trop souvent associé à la guerre, un collectif de jeunes hommes, sapés comme jamais, compte bien tordre le cou à certaines idées reçues. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Laurent. En effet, c'est bien leur objectif. Montrer qu'il n'y a pas que la guerre et le terrorisme en Irak. Ces jeunes de Kirkouk sont même devenus les nouveaux visages de la jeunesse éduquée, ouverte sur le monde et qui n'aspire qu'à une chose, la paix en Irak. Oriane Verdier et Wilson Fash sont allés à leur rencontre, une rencontre étonnante que vous allez découvrir maintenant avec eux. Voici un clip de Mister Kirkouk. Ce groupe de jeunes dandys d'une vingtaine d'années rêveraient de faire carrière dans la mode. Mais ils sont irakiens et prisonniers d'un pays en guerre. Qu'importe, ils ont décidé de faire de leur passion pour les costumes bien coupés et les accessoires un combat pour changer les mentalités. Leurs clichés ne font de publicité à aucune marque. Ils servent juste à faire évoluer sur les réseaux sociaux l'image que le monde peut avoir de l'homme irakien. Le reste du monde nous considère comme des hommes restés dans le passé et que nous ne connaissons rien à la mode. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous pouvons montrer à tout le monde que nous avons du style, que nous connaissons tous les codes de la mode et bien d'autres choses. Cette villa leur est prêtée par un riche admirateur du groupe. Car en quelques photos, Mister Kirkouk est devenu le symbole d'une jeunesse irakienne, branchée, tolérante et porteuse d'espoir. Celle-là est super. Quand j'ai créé ce groupe, je l'ai ouvert à toutes les communautés, les Kurdes, les Arabes et les Turkmènes, et pas seulement la mienne. J'ai rassemblé le monde pour que nous représentions une seule Kirkouk, réunie. Car au-delà des simples questions de look, c'est bien de paix entre les différentes communautés dont parle Mohamed, le jeune fondateur de Mister Kirkouk. Cette ville, multiconfessionnelle, est extrêmement riche en pétrole et cristallise toutes les tensions du pays. Issu de la classe moyenne irakienne, rien ne prédestinait Mohamed et sa bande de copains à devenir les porte-parole d'une génération. Regardez cette photo que j'ai faite avec les amis. C'est Facebook qui les a propulsés sur le devant de la scène. Dès leur publication, leurs photos dignes des meilleurs magazines de mode sont partagées non seulement en Irak, mais à travers toute la planète. Une extravagance qui leur a valu de nombreuses critiques dans une société encore très conservatrice. Certaines personnes arriérées voient les garçons et demandent « Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces cheveux, ces lunettes, ces habits, ces chaussettes courtes ?» Eux, ils ne veulent pas que les gens évoluent. Mais la société est en train de changer, que ce soit dans la mode, la culture ou l'expression de nos idées. Depuis, ils ont fait des émules à travers le pays. D'autres groupes sont apparus. Pour eux, la liberté de s'habiller est aussi une liberté de s'exprimer. Merci beaucoup Sylvain, et puis bien sûr nos pensées solidaires pour les victimes du tremblement de terre qui a frappé l'ouest du pays en début de semaine. À bientôt Sylvain.
Retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui qui va nous rejoindre et pour passer en revue tous les grands hommes qui sont, on peut dire, qui ont marqué le cœur des Français. Alors première question, est-ce qu'ils ont un point commun déjà ? D'être politique, d'être au départ, au démarrage, d'être de grandes figures politiques, des figures d'hommes providentiels, des sauveurs, des héros. Alors qui ont-ils sauvé la France et les Français? De quoi nous ont-ils sauvés? Alors ça dépend du bourreau, de l'envahisseur en période de guerre, de l'injustice ou encore de la crise. Ensuite, vous avez d'autres grands hommes qui, eux, nous ont fait briller sur la scène internationale grâce à leurs arts. Et puis, alors maintenant, évidemment, on en compte un paquet, des grands hommes, pour preuve le Panthéon. À Paris, place des grands hommes, 76 corps sont inhumés, dont 72 hommes. Évidemment, nous ne pouvons pas tous les citer. Nous retiendrons par exemple Mirabeau, orateur de génie et instigateur de la Révolution française. On retiendra Voltaire, le plus célèbre des philosophes de lumière. On retiendra Jean-Jacques Rousseau, qui est un des premiers penseurs de la démocratie. Victor Hugo, l'écrivain engagé, ou encore, et évidemment, Émile Zola, qui, au péril de sa liberté, n'a pas eu peur d'accuser. Et là, vous n'avez cité que des hommes de lettres. Alors là, c'est vrai, c'était que des hommes de lettres, parce qu'en fait, au début, ce sont d'abord et essentiellement des hommes de lettres qui intègrent le Panthéon avant d'être rejoints par des figures politiques. Alors évidemment, des grands hommes, il y en a d'autres, des hommes qui ne sont pas inhumés au Panthéon, mais des hommes que l'on retrouve néanmoins dans le top 10 des figures grandes figures préférées des Français. Parce qu'il y a un top 10 des grands hommes ? Bah oui, en fait, il y a eu des sondages, il y a eu des enquêtes, et figurez-vous qu'il y avait eu une émission de télévision diffusée sur France 2, ici même, c'était en 2005. Le programme s'appelait « Le plus grand Français de tous les temps ». C'est une émission qui s'est déroulée sur plusieurs étapes, qui a finalement retenu une liste de 100 noms. Alors, le résultat était sans appel, et puis finalement sans surprise, puisque c'est le général Charles de Gaulle qui avait remporté la première place. L'homme providentiel par excellence, c'est le représentant de la résistance française et chef de la Ve République, évidemment, et de la Constitution de 1958. Mais Anissa, le général de Gaulle ne serait-il pas finalement le seul homme politique français à être considéré comme un grand homme? Alors, ce n'était pas le premier grand homme, mais en tout cas, c'est bien le dernier. Avant lui, on retient Louis XIV, qui est évidemment le défenseur des arts et des sciences. Il est celui qui a porté la France au sommet. Là, c'était la principale force du continent. La France est cela pendant plus d'un siècle sous Louis XIV. Suit Napoléon Bonaparte, évidemment, grande gloire militaire, mais il est celui qui a établi l'égalité entre les hommes devant la loi dans ses réformes, des réformes qui ont servi au Code civil. Vous avez évidemment Jules Ferry, on ne peut pas l'oublier, qui est le père fondateur de l'école laïque, publique, laïque, gratuite et obligatoire. Et évidemment, citons Jean Moulin, qui était le chef du Conseil national de la Résistance. Et vous dites qu'après De Gaulle, il n'y a plus de grands hommes politiques? Après De Gaulle, fini les hommes politiques et puis place aux hommes de cœur. En tout cas, Laurent, si vous posez la question aujourd'hui aux Français de savoir qui sont les grands hommes chers à leur cœur, au-delà des personnalités politiques que l'on vient de citer, vous avez par exemple, donc là, deux hommes de science, on va dire Pasteur et Curie. Donc Pierre Curie qui a qui a trouvé la radioactivité. Vous avez Pasteur qui a inventé le vaccin. Ensuite vient l'abbé Pierre avec Emmaüs. Et puis vous avez des artistes comme Daniel Balavoine ou encore Coluche. Au-delà de leur brillante carrière, l'un a brillé par son engagement humanitaire en Afrique. Le second a créé les Restaurants du Cœur avec le succès qu'on leur connaît malheureusement dans le but de nourrir les plus défavorisés. Autrement dit, si vous voulez, la fascination que nous avions pour les hommes providentiels, les grands hommes d'État, cette admiration s'est déplacée pour des hommes de cœur, des hommes d'action, des hommes de terrain, dont les actes sont la prolongation réelle de leur discours. Et cela, figurez-vous, qu'il y a un ex-premier ministre, Édouard Balladur, qui l'avait bien pressenti, puisqu'en 2003, il avait écrit un ouvrage sur Jeanne d'Arc, et il avait décrypté la mort, la fin de l'homme politique providentiel, d'abord à cause de leur pipolisation, à cause de la médiocrité de nos nouveaux représentants politiques, et puis évidemment, pour les affaires, il force est de constater 15 ans après que Édouard Balladur avait vu juste. Merci Anissa, non seulement pour les infos, mais aussi pour votre modestie bien féminine. À très bientôt. Alors, suite et fin de cette belle galerie de portraits. Direction maintenant la Grèce, un pays où les hommes sont rois, on le sait, et ça remonte à la nuit des temps. Alexia, vous ne direz pas le contraire.
Effectivement, bonjour Laurent. Écoutez, oui, effectivement, pourquoi la nuit des temps? Parce que déjà, dans la société athénienne de l'Antiquité, les hommes étaient dehors, sortaient, et les femmes, les jeunes femmes, grandissaient dans des appartements de femmes où les mères de famille élevaient les enfants ou pratiquaient le tissage. Pourtant, c'était bien les mères qui dirigeaient sur le plan pratique les couples. D'ailleurs, Aristote a bien résumé le mariage. Il considérait que c'était un contrat qui était passé entre le père de la femme et le mari. Donc tout cela a été très pratique. Alors ça a bien évolué. Les hommes restent tout de même dominants, Laurent, dans la société grecque, même si c'est une tendance qui commence à changer. Alors il n'y a jamais eu de Premier ministre femme depuis le retour de la démocratie en 1974. Pourtant, il y a eu plusieurs femmes présidentes du Parlement de la Voulie que vous pouvez voir derrière moi. Est-ce qu'il y a des hommes qui se distinguent en particulier ? Alors Laurent, moi je vais vous parler effectivement d'un prêtre, le père Thomas. Alors ça peut paraître folklorique ou traditionnel, mais en réalité ça ne l'est pas vraiment parce que son parcours à lui n'est pas comme les autres. D'ailleurs le père Thomas est un ancien kickboxer, pourtant il ne ferait pas de mal à une mouche, fils et petit-fils de boulangers, réfugiés d'Asie mineure qui sont arrivés dans un quartier populaire d'Athènes dans lequel il a grandi. Le père Thomas a eu l'appel du Seigneur, comme il dit, très très tôt, depuis son plus jeune âge. Pourtant il n'a pas voulu entrer dans les ordres immédiatement. Il a donc voulu mener sa vie d'adolescent, puis d'homme, de kickboxer professionnel. Et puis après, il s'est mis à porter donc la soutane et à pratiquer à l'église Saint-André en banlieue d'Athènes, banlieue très populaire d'ailleurs. Mais pourtant, il met à profit les contacts de son ancienne vie, notamment les gérants de cabaret ou encore les chanteurs populaires auprès desquels il se rend assez souvent pour demander de l'argent, Laurent, des chèques, des sommes donc avec lesquels il aide les plus démunis. C'est ce portrait cet homme que je vous invite à rencontrer, Laurent. Il s'appelle Père Thomas, dans ce sujet réalisé avec Aris Katsianis. Τιμίου Πρεσβτερίου της Χριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Pater Thomas n'est pas un prêtre orthodoxe comme les autres. Tous les samedis soirs, à peine les vêpres terminées, il enfile d'autres habits que celui de l'homme d'église, sans pour autant quitter sa soutane. Il se rend au bouzoukia, des cabarets où se produisent des chanteurs populaires jusqu'au petit matin. L'ambiance, aux antipodes de son quotidien, ne lui est pas désagréable. Au contraire, Pater Thomas est ici pour accomplir ce qu'il considère être sa mission. Merci de toutes les prières que vous faites pour nous. C'est moi. Merci pour tout. Dieu te bénisse. Le seul fait que notre monde, celui de la nuit, puisse contribuer à aider ceux dans le besoin, c'est unique. Parce qu'avec la crise, l'aumône tend à disparaître. Il n'y a plus d'argent. Oui, on a besoin d'argent pour aider. Et heureusement, je connais les artistes. Je les ai fréquentés dans une autre vie. Cette autre vie, c'est celle de kickboxer professionnel, car Pater Thomas a tardé à entrer dans les ordres. J'avais eu l'appel très tôt, mais je voulais faire autre chose. Voir le monde qui nous entoure sans porter la soutane si sacrée. Grâce au kickboxing, j'ai connu les propriétaires de ces cabarets, puis les artistes. Et chacun m'aide depuis à diversifier mon action sociale. Je viens de créer une unité médicale dans une salle de l'église, ouverte aux consultations. Il aide donc ses concitoyens violemment frappés par la crise économique depuis 2009 et dont la paupérisation a été brutale. Il organise tous les jours des soupes populaires. Bonjour, bonjour. Bon courage. Et encore merci pour ce bénévolat. Ou encore des mammographies gratuites pour toutes les femmes. Les femmes viennent de toute Athènes pour profiter de ces consultations gratuites. Grâce à Pater Thomas, les femmes peuvent être dépistées, car il est plus facile de se rendre à l'église qu'à l'hôpital où il faudra payer pour cela. Oui, je l'ai fait l'an dernier aussi. C'est un homme saint. Dans notre sombre quotidien, on voit des initiatives qui nous font chaud au cœur et qui nous aident à être comme les autres.
Son prochain défi, réunir assez d'argent pour équiper les écoles de son quartier en tableaux, craies et ordinateurs qui en manquent sévèrement. Et est-ce que, chère Alexia, notre père Thomas fait des émules au sein de l'Église ? Eh bien oui, Laurent. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Église de Grèce, qui est pourtant très puissante, premier propriétaire foncier en Grèce, n'a plus beaucoup d'argent. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Église remplace l'État social en Grèce en organisant des soupes populaires, en aidant les retraités, en aidant les sans-abri et les défavorisés. Donc forcément, il n'y a pas assez de dons faits par les Grecs à cause de la crise économique. Il faut donc trouver d'autres moyens. Et l'exemple du Père Thomas eh bien, pourrait bien plaire au reste des prêtres et archevêques de Grèce ici. Merci beaucoup Alexia et à bientôt évidemment. La semaine prochaine, autre thème, les nouvelles habitudes alimentaires seront effectivement à l'honneur dans Télématin. Alors comment ont-elles évolué chez nos voisins? Quelles sont les initiatives mises en place pour lutter contre le gaspillage? Quels sont les meilleurs élèves en matière de développement durable? Et quels sont les moins bons? Eh bien réponse samedi prochain. Télématin, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve bien sûr dès lundi à 6h30. En attendant, voici notre bonus du jour et quelques images de la semaine écoulée. Très bon week-end.